Le vignoble de Saint-Émilion, évidemment, est très célèbre. Les crus les plus célèbres étaient sur la commune de Saint-Émilion. Voilà, au cœur de Saint-Émilion. Et on avait un peu oublié que le vignoble allait pratiquement jusqu'aux limites de Castillon et des côtes de Castillon. Et dans les 20 dernières années, ces terroirs absolument magnifiques et en plus spectaculaires, parce que ce sont des terrasses. Parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, il y a une côte à Saint-Émilion, qui est d'ailleurs le village est construit sur la côte, mais cette côte, elle continue vers l'est. Elle continue, et elle devient de plus en plus spectaculaire quand elle se rapproche de Castillon, comme à Côte-Rôtie. Enfin, ce sont des terrasses, c'est complètement compliqué à cultiver, mais il y a des sols calcaires. Alors, c'était un tout petit peu plus froid, ça mûrissait un tout petit peu plus tard que le cœur de Saint-Émilion, mais aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et des propriétaires qui attendent pour vendanger, on a des qualités extraordinaires. Et certains châteaux sont devenus de rien du tout premiers grands crus classés dans ce secteur. Alors Jean-François Quénin, il s'est installé il y a un certain temps après une première vie à succès et qui a travaillé comme un artisan, comme un vigneron qu'il est devenu, mais avec une constance incroyable. Et qui a appris progressivement, c'est-à-dire qu'il a commencé à vouloir faire un style de vin qui ne s'adaptait pas au terroir et progressivement... En gros, comme tout le monde, il a commencé par vouloir faire un vin qui plaisait à Parker. Voilà, qui plaisait aux Américains. Donc c'était un peu costaud, un peu lourdingue, etc. Surtout que c'est très solaire, hein, ces terroirs. Donc si on attend et si on met beaucoup de bois, ça se voit. Et puis progressivement, il a avancé, il a travaillé, il a maîtrisé. Et c'est un vin qui est extrêmement intéressant. Et dans les 2-3 derniers millésimes, devenu vraiment extraordinaire. C'est le millésime aussi où vraiment le nouveau style de Pressac s'est affirmé. Et vous allez, on va s'en rendre compte très vite. Il y a une noblesse d'arôme. D'abord, il y a une couleur un peu moins intense qu'autrefois. C'était les vins noirs, hein, Pressac. Bien sûr. Aussi parce qu'on y avait beaucoup de Malbec qui malheureusement ne sont plus là et qu'on appelait noir de Pressac, comme cépage. Mais maintenant, tu vois le velouté de texture, la profondeur, ça c'est une merveille. Ah, c'est magnifique. Hein. Magnifique. Franchement, c'est un superbe vin. C'est une des très belles réussites. Oui, et les gens ne connaissent pas suffisamment Pressac, mais franchement, il y a une délicatesse, une profondeur, une élégance de tanin. 18, c'est vraiment la révolution chez lui. Beau millésime à Bordeaux, plus célèbre sur l'autre rive. Oui. Mais pas mal en rive droite, oui, avec oui, de l'intensité. On a bien travaillé. Là, on a vendangé mûr. On a le côté racinaire des merlots. Hein. On n'a pas le velouté et la tendresse et le raffinement du tanin que depuis 18, le cru est capable de faire. Mais on a quand même un tanin très joliment extrait, très truffé. On est sur le calcaire, là. On est vraiment sur la dalle, aussi sur l'argile, c'est-à-dire sur des caractères de terroir très forts. On est dans une dimension charnue qui est assez intense. Et puis cette truffe, tu as raison, qui commence à s'exprimer. Côté un peu bulbe terrien, qui me rappelle certains Barolo, qui me rappelle des crus terriens comme ça. Écoute, ce vin-là, on est, à mon avis, au très bon endroit pour le déguster avec un canard. Quoi. Ah oui, ça c'est un vin de canard, tout à fait, et de canard au sang. Absolument. Parce que le tanin a besoin de cette sauce au sang de canard pour... Bon allez, tu viens, on va se mettre à table. Voilà.